Bonjour Mehdi Nava, merci d'être avec nous à ce micro. Tu es le directeur général de Wikamaker. Est-ce que tu peux peut-être d'abord en quelques mots rappeler ce que c'est pour toi que la fonction de directeur général dans cette structure et puis surtout l'importance que tu accordes aux ressources humaines dans ton activité? Bonjour Frédéric, merci de m'inviter déjà. Un directeur général, en tout cas dans la structure à moi, c'est quelqu'un qui permet d'aider à construire la stratégie de l'entreprise et ensuite de l'appliquer en regardant un peu ses performances économiques. Et mon job à moi, c'est d'aller voir tous les services pour voir s'ils ont tous les outils en place pour pouvoir réussir et de les challenger, de les accompagner et de les coordonner, mais aussi de faire ça vis-à-vis des fournisseurs, des clients, des partenaires, pour que ça puisse fonctionner et que ce qui a été demandé par la présidente, en l'occurrence, fonctionne. C'est un peu celui qui met en œuvre la stratégie et qui accompagne, comme un copilote un petit peu. Et la dimension RH, pourquoi est-ce qu'elle est particulière et spécifique dans ton métier? Alors, les ressources humaines, c'est toujours quelque chose de très important, mais nous, on a l'humain au cœur des choses pour une raison très simple, c'est qu'on est couturier et que les couturiers, finalement, ils sont au centre de la moindre couture que tu peux avoir sur ton vêtement. Et dans la chaîne de valeur de la conception à la confection d'un vêtement, tout est tellement important que si tu prends pas soin des gens, à un moment donné, ils font des coutures tordues et ça fonctionne pas. Et le fait d'essayer de trouver des organisations qui fonctionnent font que tu deviens plus performant et que tu atteins on va dire, les bons résultats. Donc, prendre soin des gens, c'est quelque chose qui est assez important. On en avait parlé une fois, c'est comme dans l'informatique, au moment où Google décide de transformer des informaticiens en mode collaboratif, et bien, ils ont tout gagné parce qu'ils ont réussi à faire travailler des gens qui avant travaillaient chacun dans leur coin. Wikamaker, quelques mots sur cette entreprise qui a commencé sous un autre nom d'ailleurs. Alors oui, Wikamaker est né Maison Mabille pendant le Covid en 2020. C'est Camille Marionville qui avait eu cette idée de dire, bon voilà, on manque d'un certain nombre d'outils. Donc on a un bureau d'études de conception. Là, on a des modélistes, des designers qui viennent prototyper le premier vêtement lors de sa création. On travaille pour des jeunes créateurs, des marques confirmées ou des entreprises qui ont besoin de vêtements d'image ou de vêtements de travail. Et ensuite, on a un atelier de confection en Made in France, donc avec des chaînes de travail qui vont venir fabriquer ton vêtement final et fabriquer des accessoires, des vêtements. Et on a une spécificité chez Wikamaker, c'est que on sait, attention c'est un gros mot, travailler l'upcycling de manière industrielle, et donc c'est le fait de pouvoir transformer un gisement de fin de vie textile, donc ça peut être un vêtement encore neuf ou une chute de production ou un vêtement périmé, etc. Et on vient refabriquer des accessoires, exemple la veste de pompier, quand elle est plus aux normes, elle devient une trousse dont tu es le héros, voilà. Et donc en plus ça s'inscrit dans des vraies tendances parce qu'on sait en plus que l'industrie textile c'est une industrie très polluante par essence. Oui, si tu veux, l'industrie textile c'est assez incroyable, c'est le deuxième plus gros polluant avant l'avion. Ça c'est très peu su. Mais du coup l'enjeu il est énorme parce que si on fait que du Made in France face à l'Asie, généralement ils gagnent. Mais si on arrive à retransformer nos déchets, non seulement on a une action écologique, on recrée de l'emploi, on fait des produits qui ont une seconde vie, donc on coche un certain nombre de choses qui sont extrêmement intéressantes, et voilà, c'est là où nous on essaie de prouver un peu les choses. Toujours intéressant aussi de regarder pourquoi il y a un changement de nom. Il n'est pas arrivé totalement par hasard, on va y revenir tout à l'heure, mais il raconte aussi un peu l'évolution de l'entreprise justement aussi. Ouais, Wikamaker, ça s'appelle comme ça parce qu'en fait, un opérateur de confection, en fait, ça s'appelle un mécanicien ou une mécanicienne de confection. Et on disait, nous, mécaniciens ou mécaniciennes, on peut faire ou défaire. Et du coup, c'était un petit peu... mais surtout, c'était beaucoup plus industriel. Nous, quand on était avant des petits artisans, on travaillait de manière artisanale, on disait, il faut quand même qu'on ait l'ambition d'industrialiser et de montrer qu'à grande échelle, ça peut aussi fonctionner économiquement, mais aussi en termes d'employabilité, etc., etc. Et donc, dans ce cadre-là, à ce moment-là, on change d'associé aussi, on cherchait un nouveau lieu où on est installé depuis le 16 juin, et ça faisait sens d'accompagner ce changement avec le nom. Alors, tu en parlais un petit peu, mais
dans le textile comme ailleurs, dans cette période-là, on est vraiment confronté à des enjeux assez forts vis-à-vis des RH. Quels sont ceux qui sont les principaux pour toi, spécifiquement dans le textile, hein? Tu parlais de remettre l'humain en centre, mais tu as, je suppose, aussi des notions de fidélisation, de sécurité, de recrutement. Enfin, tout est un peu lié pour toi? Oui, en fait, la première chose, c'est que déjà, on n'a plus de couturiers quasiment. On a tout donné il y a 40 ans, au moment du de l'export. Et donc, il faut reformer les gens, leur donner le goût à la couture, etc. On a beaucoup de chance parce que le domaine de la couture, c'est quelque chose qui intéresse les gens parce qu'ils reviennent à des métiers manuels, donner du etc. sens un peu. Ça, c'est le premier enjeu, c'est reformer. Et on a des gens très différents, parfois des gens qui changent complètement de métier et qui décident de devenir couturier, ce qui est un peu fou. Le deuxième enjeu, c'est de rendre ça un peu plus séduisant qu'avant. C'est un vieux métier. Les industries de couture, c'est des vieux process qui marchent très bien depuis très longtemps sur des très longues chaînes, etc. Mais pour pouvoir intéresser les gens, il faut aussi, à un moment donné, les amener à bosser dans un environnement un peu différent. C'était mon exemple Google. Ou à le regarder même un peu différemment. C'est regarder ce qu'il y a de possiblement différent sur ce métier, qu'on ne voyait plus, quoi. Exactement. Et c'est le troisième point qui rejoint un peu le premier. Normalement, traditionnellement, les usines de confection, ils font des kilomètres de t-shirts, des kilomètres de jeans, etc., etc. Et nous, on a voulu dès le départ travailler sur beaucoup de projets différents. Donc, un modéliste, il n'a pas le même travail d'un jour à l'autre, le même produit, et les opérateurs aussi. Ce qui fait que tu n'es pas toute ta vie en train de faire le caissier. Tous les jours, tu vas avoir des technicités différentes, des machines différentes, des problématiques différentes. Alors, c'est pas tout repos, mais par contre, les gens qui sont là apprennent beaucoup de choses, et c'est ce qui leur plaît. Alors justement, donner du sens un petit peu à tout ça, ça veut dire aussi peut-être inventer, innover. Pourquoi l'innovation, peut-être encore plus qu'ailleurs, elle est vraiment très importante dans le textile, et qu'est-ce qu'on va chercher de spécifique comme innovation ? Si tu veux, les innovations, il y a deux modes d'innovation. Il y a l'innovation produit, donc nous, j'en ai parlé, le upcycling, c'est refaire des produits, etc. Mais la plupart du temps, les couturiers sont déjà des gens très techniques, donc ils sont tout le temps en train de chercher des solutions technologiques, la meilleure manière de faire, etc. Ça, c'est, on va dire, les règles de l'art. L'innovation, elle se fait aussi dans la capacité de rassembler les gens pour trouver cette solution technique, parce que très souvent, on utilise parfois des choses qui se font comme ça, et finalement, quand il faut résoudre un vrai problème, l'automobile a très bien su le faire, on vient interroger les gens et ils ont des très très bonnes idées, et ça nous permet de fabriquer mieux, donc souvent moins cher du coup, et d'avoir des solutions qui sont à portée de main. Donc l'innovation, elle est parfois d'usage tout simplement, c'est-à-dire au lieu de travailler de manière un peu toujours structurelle de la même manière, commerce, bureau d'études, confection, etc., je vais rassembler des équipes polyvalentes pour m'amener des choses qui étaient sous mes yeux mais que je n'avais pas vues, et ça a beaucoup de valeur. Inventer, s'adapter, innover, c'est aussi évidemment essentiel dans la dimension RH et dans le management. Et justement, tu voulais nous parler de quelque chose qui était assez intéressant et innovant, c'est cette innovation que vous avez eue au moment de la transformation. Là, tu en parlais un petit peu de l'industrialisation du process à travers vos futurs locaux. Qu'est-ce que vous avez mis en place d'assez étonnant ? Alors en fait, le changement de local a été un moment très très difficile pour l'entreprise parce que il s'est fait dans des conditions qui ont été très très mauvaises, et on n'avait pas encore quitté l'ancien local, qu'on n'avait pas le nouveau, etc. Donc on s'est retrouvé dans une crise, et idem, je pense que c'est très important je vole cette phrase à Jean-Louis Borloo, il faut jamais gâcher une crise, et à ce moment-là, on est venu à interroger une équipe de consultants dans le cadre de Fidalex, et on leur a dit est-ce qu'on peut un peu se reposer toutes les bonnes questions, entre guillemets, et finalement, ils ont fait une démarche qui a été super pertinente, c'est-à-dire qu'en se demandant dans quel lieu on allait vivre après, en fait, ça nous a obligés de se reposer des questions qui allaient. On avait un management très familial dans des petits ateliers. Qu'est-ce qui dysfonctionne et ça va pas? En effet, le matériel qui manque, ça peut être ma chaise, etc. Et très rapidement, on est arrivé dans le comment on fait pour que ça fonctionne mieux. Le lieu a été une sorte de prétexte un peu. C'est-à-dire que parce qu'il fallait se mettre dans un nouveau lieu, ça a obligé à réfléchir aux relations, à l'organisation, à la conception des choses. Exactement. Donc, ils sont venus avec 3 questions. On a fait 3 boards avec des équipes pluridisciplinaires. On a dit, qu'est-ce qui vous
vous va aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voudriez pas perdre dans cette organisation familiale? 2, qu'est-ce que il faudrait changer impérativement? Et 3, demain, quand on est dans une nouvelle usine, elle ressemble à quoi? Et après cette première étape où ils ont pris la liste des critiques et du positif, on s'est rassemblés collectivement et on a décidé de grands thèmes. Et finalement, on était sur les conditions du travail, mais pas que les conditions de travail au sens le plus large. Et à partir de ces grands thèmes, ça nous a donné, on va dire, la feuille de route. Et là, on a fait quelque chose de super. On a imprimé des plans et on a fait des équipes pluridisciplinaires. Et chaque équipe est passée dans le pôle de l'autre, c'est-à-dire le commerce, ça ressemble à quoi, mais même physiquement, les achats, c'est comment, la méthode, c'est comment, le bureau d'études, ça fonctionne comment, sur une ligne de production, comment on fait, où on range les cartons, la logistique, le carton, il est rangé où, etc. Je te dis pas que c'est tout rangé, hein. On est en cours. Mais c'est vrai que chacun a pu donner son avis, y compris sur un truc qui était a priori pas son univers de départ, mais ils avaient quand même des idées en vrai. Exactement, parce qu'en fait, chacun regardait les autres en disant « moi je ferais ça », etc. Non seulement il y a de très bonnes idées qui sont venues, mais en plus, ça a obligé tout le monde à collaborer ensemble. C'est-à-dire prendre conscience que tu es dans une chaîne de valeur et qu'en fait, les autres, ils ont aussi des difficultés, des problématiques, et que parfois, la réponse, elle est juste à côté, mais qu'on se parle pas assez, tu vois, c'est un peu... Ce qui était assez, je trouve, challengeant dans le fait de procéder ainsi, c'est que quelque part, c'est comme si tu donnais un peu les clés du camion ou de l'usine à tes collaborateurs, en fait. C'est eux qui ont un peu inventé leur lieu de travail. Oui, exactement. Par exemple, il y a des choses qui sont assez incroyables. Tu vois, aujourd'hui, on travaille pratiquement comme dans un open space, c'est-à-dire tous les services se voient, tous les stocks se voient, et il y a des bureaux intermédiaires pour que les gens puissent échanger et s'engueuler, ou voilà. Il y a une salle de brief, etc. Mais on voit dans l'usine, et c'est ça qui est remarquable, l'avancée du projet, c'est-à-dire que le client qui voit le commerce, ensuite qui travaille au BE, qui vient contrôler sa production, après sur la ligne de prod, etc., etc. Et ça, c'est pas le format d'usine traditionnel, tu vois. Et c'est pas venu de nous. Nous, on avait des desiderata, mais ça s'est construit très naturellement. Et du coup, quand tu regardes, tu vois l'ensemble de ce qui a été dessiné par les... Ça vous a emmené un petit peu au niveau de la direction, presque à un autre endroit que ce que tu imaginais. D'ailleurs, aujourd'hui, quand tu regardes avec un peu le recul la manière dont ça s'est passé, qu'est-ce que tu gardes, c'est-à-dire comme enseignement, qu'est-ce que tu vois comme bénéfice, qu'est-ce que ça a changé peut-être dans le climat social, dans la manière de se parler, en quoi c'était bénéfique? Bah, le flux, il n'est pas du tout le même. Et du coup, si tu veux, avant, les gens s'engueulaient parce que c'était la faute de celui d'avant ou celui d'après, etc. Maintenant, je te rassure, ils s'engueulent toujours autant, mais ils s'engueulent pour trouver une solution dans un flux qui se voit. C'est-à-dire qu'ils se mettent sur le problème, ils se mettent pas sur celui qui a posé le problème. Et ça, c'est vraiment très, très... Alors, c'est très difficile, parce que tu reviens souvent sur des choses, mais par contre, tu fais rarement 2 fois la même erreur. Et ça, c'est pas mal, parce qu'en fait, le système, il s'améliore lui-même, parce qu'en fait, il sait où aller chercher, comme si dans ton organisme, en fait, s'auto-réparer un peu. Voilà, ça veut dire, ah, attends, je crois que c'est à la gare d'avant qu'il y a eu un problème, on va vite les prévenir et on va corriger au fil de l'eau. Et ce qui est bien, c'est qu'on parle souvent du collectif, mais là, on a l'impression qu'on est passé à autre chose. C'est comme si tu avais créé du commun, enfin un truc qui tout d'un coup leur appartenait davantage qu'avant. Ouais, en fait, c'est pas moi qui ai créé du commun. Alors, on s'appelle le aussi... résultat. Je te donne une anecdote. On s'appelle Weka Meka parce que je suis le seul nom couturier. Du coup, j'ai trouvé ce nom parce que en cherchant quel était le point commun de tout le monde, c'était qu'ils étaient couturiers. Et ça, à partir du moment où tu as un objectif commun, qui est de bien coudre, ils sont tous comme ça, hein, ils sont tous tout le temps sur YouTube en train de regarder, etc. Une fois qu'on avait détecté ça, le fait de les mettre sur un objectif commun, même s'ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière, ça a fonctionné. Et c'est plutôt venu d'eux, à partir du moment où on a trouvé quelque chose de commun entre eux, et c'était bête et méchant, hein, c'était de la couture, et ben, pour ça, ils étaient prêts à changer. Par rapport à cette expérience et cette innovation-là que tu as pu mener, qui est encore en cours, mais puisque l'idée c'est aussi de partager avec tes pairs, qu'est-ce qui te viendrait comme, si ce n'est conseil, du moins recommandation, 1 ou 2 recommandations pour quelqu'un qui voudrait s'inspirer un peu de l'envie d'innover sur ces sujets, justement? Alors, mes recommandations, j'ai envie de te dire, c'est mes défauts. Donc, moi, c'est les erreurs. D'abord, il ne faut pas attendre que tout aille bien pour changer.
Et tout à l'heure, je disais, il ne faut pas gâcher une crise. Dans des moments difficiles de l'entreprise, que ce soit parce que ton marché ne le porte pas ou nous, on a de très grosses difficultés, en fait, on a tendance à dire, je le ferai plus tard. Et en fait, c'est le bon moment pour le faire. Parce que c'est plus facile de changer quand les choses vont mal, parce qu'on a un objectif d'amélioration. La deuxième raison, c'est quand tu arrives à expliquer les choses correctement et que tu demandes des retours, il ne faut pas avoir peur de prendre des coups. Et je peux te dire que la première salve qui est arrivée, on n'avait pas encore commencé à imaginer déménager de tout ce qui allait pas chez les managers. Ça fait un peu mal, mais une fois que tu l'as pris, c'est fait. Et une fois que c'est fait, en fait, l'autre qui a donné sa critique est très avenant pour accepter de changer à son tour, parce que toi, tu as accepté de commencer à changer, que tu as accepté que le système dysfonctionnait à certains endroits. Que la parole a été écoutée. Et c'est aussi un peu le respect de la parole donnée. Voilà, ça libère toi-même, moi-même, non c'est toi, non c'est moi. Ça dit, ok, moi j'ai pris mes coups, aujourd'hui viens, comment est-ce qu'on fait mieux ensemble, et là, le processus, il commence. La troisième, c'est que c'est assez long. Il faut être vraiment résigné et y revenir tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Un dernier mot peut-être pour conclure notre entretien. On est dans des moments pas simples. Les RH, c'est toujours un sujet, tu le disais, etc. Qu'est-ce qui te donne toujours l'espoir ou qu'est-ce qui serait ta pensée positive pour te dire bah ouais, demain ça va toujours être nécessaire, utile et on pourra continuer à avancer ensemble? Alors je me réveille pas tous les jours avec l'espoir et souvent quand je regarde autour de moi, ça me fait pas envie. Mais je m'accroche à quelque chose. C'est quand je vois notre entreprise, comment elle a évolué et comment les gens continuent à se battre, je me dis que ça vaut le coup de se pencher là-dessus et de continuer à se battre tous les jours, tous les jours, tous les jours pour y arriver, même quand tout va mal, même autour de toi la société va mal, etc. Et collectivement, en fait, tant que je suis entouré de gens qui ont envie qu'on réussisse, je me réveille avec le smile. Le mouvement et le collectif. Merci beaucoup Mehdi Nava d'être venu nous parler de tout ça. Merci à vous.